soit l'exercice 1 de la spectrophotométrie. Vous avez tous l'énoncé sous vos yeux, vous avez eu le corrigé, donc on lance directement les questions. Donc l'exercice consiste à effectuer le dosage d'un échantillon dont on ne connaît pas la concentration en glucose. Donc on s'intéresse au glucose dans cet exercice. Ça peut être n'importe quel autre dans un autre exercice. Donc on vous dit qu'on effectue un dosage colorimétrique qui utilise l'acide picrique. Et on vous dit que l'acide picrique est réduit en acide picramique et que cet acide picramique est orange. Bien. Ensuite, vous avez la question qui est posée, pourquoi est-il nécessaire d'utiliser l'acide picrique? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Allez, rendez interactif. Très bien. Allez-y, Arabe. La couleur, elle est orange. C'est ce qu'on recherche. Allez-y. L'idée parce que la couleur, elle est orange. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Donc, pourquoi on utilise l'acide picrique? Parce que la couleur est orange. Oui. Ah. Alors, on ne recherche pas une couleur orange. Ce qu'on cherche, c'est de colorer le glucose. Donc, la manière de répondre à cela, c'est juste de dire, ça sera toujours la même chose, quelle que soit la proposition. C'est que les oses, les glucoses, les oses, ainsi que ainsi que plein, la majorité des composés n'absorbent pas dans le visible, n'absorbent pas dans l'ultraviolet. Donc, automatiquement, pour les voir, nous devons utiliser un colorant spécifique. Ici, pour colorer spécifiquement le glucose, on a utilisé l'acide picrique. Si on faisait un dosage de protéines sur le même échantillon, on utilisera un autre colorant qui va colorer les protéines. Bien sûr, ce colorant n'est intéressant que dans le cadre que si l'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration. Donc ainsi, soit les tubes suivants, j'ai expliqué dans votre corrigé que le tube blanc réactif, c'est ce qui va permettre de régler le zéro de l'appareil et que donc c'est un tube qui contiendra de l'eau. C'est ça l'échantillon du tube blanc réactif, c'est l'eau. Ensuite, dans les autres tubes, nous avons introduit des quantités croissantes de glucose, 5, 15, 30 milligrammes par litre par exemple. Ça aurait pu être juste des milligrammes. Et ensuite, une chose dont on s'assure dans toute manipulation, c'est que bien entendu, je dois mettre les tubes dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ici, le même volume. Ce n'est pas les mêmes conditions, les mêmes concentrations, c'est les mêmes volumes. Une fois que nous avons préparé nos échantillons, automatiquement, quand on ajoute le colorant, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que plus la concentration augmente, ou plus la quantité augmente, plus la coloration est foncée. C'est-à-dire, plus la quantité de lumière qui est absorbée est importante. Ainsi, grosso modo, dans un TP, on aurait obtenu une gradation de ce genre. Alors, bien entendu, le tube blanc réactif dans lequel on avait mis de l'eau, bien sûr qu'il peut être légèrement coloré. Seulement, même s'il y a une petite coloration, qu'est-ce que je dirais au moment de peser? Là, je fais le geste des guillemets. Au moment de lire au spectrophotomètre, je vais lui dire
à l'appareil, écoute, si tu détectes cette quantité de lumière absorbée, il faut le considérer comme un zéro. Parce qu'ici, je sais qu'il n'y a pas de glucose. Donc, même si ça absorbe 0,5 quantité de lumière, je vais dire à l'appareil, rej'u zéro. Automatiquement, ainsi, le blanc réactif, je pense que c'est quelque chose qui est compris, et surtout, il faut comprendre qu'il doit être traité de la même manière. Pourquoi on l'appelle blanc réactif? C'est que parfois, on peut ajouter 3-4 composés pour obtenir la coloration. Il faut mettre exactement tous les mêmes composants ou réactifs dans le tube blanc réactif. Il y a un seul qui manque. C'est qu'il ne contiendra pas l'échantillon dosé. Dans les autres tubes, tout logiquement, ça sera de plus en plus foncé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demandait? Quelle est la nature du phénomène mis en jeu? J'ai mis la question, je crois, avant. Oui, non, c'est ça, c'est la question B. Donc, le phénomène mis en jeu, c'est l'absorption d'un faisceau lumineux par un échantillon de matière en solution. Et on vous demandait qu'est-ce que la transmittance et qu'est-ce que l'absorption. L'absorption, c'est la quantité de lumière qui est restée ici, absorbée, et la transmittance, c'est la quantité de lumière qui sort après avoir traversé une solution. Ce qui nous amène au principe, en fait, tout simplement, que je vais passer très rapidement. Lorsqu'une lumière monochromatique d'intensité I0, cette intensité I0 est définie par l'appareil. Donc il n'y a pas de souci. Traverse un milieu homogène, une partie de la lumière est absorbée. Donc, cette quantité de lumière, de quoi elle dépend? Elle va dépendre de la quantité de lumière, de la quantité de matière qu'il y a dans ce tube. Donc, une partie va être absorbée et le flux sortant, que nous avons défini comme étant la transmittance, est mesuré, son intensité mesurée par une cellule photoélectrique. Ainsi, on constatera trois possibilités. Soit le flux sortant est identique au flux entrant. Ça veut dire que la solution est transparente, elle n'a pas absorbé le faisceau, donc la concentration est nulle ou trop faible. Soit le faisceau ne traverse carrément pas la solution, ça veut dire que toute la lumière est absorbée et que la concentration est trop élevée. Et enfin, la situation qui nous intéresse le plus, c'est lorsque une partie de la lumière est absorbée et que cette partie de lumière absorbée est proportionnelle à la concentration et qui permet donc d'utiliser la loi de Beer-Lambert. Donc la relation qui lie l'absorbance d'une solution à sa concentration, c'est bien sûr la loi de Beer-Lambert, où on définit DO, densité optique, qui est égale à A pour absorbance. Donc ça, c'est juste pour qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. L, c'est l'épaisseur traversée par le faisceau, c'est-à-dire c'est la largeur de la cuve. Elle est normalisée, standardisée à 1 cm. Et epsilon, c'est le coefficient d'extinction molaire qui est caractéristique de chaque composé pour chaque longueur d'onde. C'est-à-dire, je change de composé, le epsilon change. Mais même au sein du même composé, si je mesure son absorbance à une longueur d'onde donnée, ça ne sera pas le même si je fais la même mesure à une autre longueur d'onde. Bien, dans le but de réaliser le dosage, on vous dit qu'on utilise une solution de glucose et on mesure la variation de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc techniquement, à quoi ça correspond? Techniquement, ça correspond à placer un tube dans l'appareil et on va mesurer la quantité de lumière qu'il absorbe.
cette quantité de lumière sera proportionnelle à la concentration. C'est réglé. Cependant, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer les longueurs d'onde. On ne sait pas à quelle longueur d'onde absorbe ce composé. Chaque composé absorbe à certaines longueurs d'onde. Donc, automatiquement, pourquoi est-ce que l'absorbance va changer? C'est parce que à chaque fois que l'on change de longueur d'onde, le epsilon change. Voyons la relation. On dit que DO est égal à epsilon LC. C ne change pas puisqu'on a dit que c'est un seul tube. L ne change pas, c'est standardisé à 1 cm. Et enfin, le seul paramètre qui peut changer, qui peut expliquer le changement de DO, c'est epsilon. Le tracé, bien entendu, pour ceux qui l'auront fait, vous avez une courbe de ce genre. Ça s'appelle un spectre d'absorption et qui est une étape essentielle dans les dosages. Avant de faire un dosage, je suis obligée de faire cette étude. Pourquoi? Par exemple, pour ce dosage, qu'est-ce que ça m'a permis de déterminer? Que la coloration orange proportionnelle à la quantité de glucose absorbe à 570 nanomètres. Tant que nous n'avons pas fait ça, on ne sait pas à quelle longueur d'onde ce composé absorbe. Donc ici, le maximum s'observe à 570 nanomètres, le maximum d'absorbance. Cette courbe signifie que si on est à 450 nanomètres, ça n'absorbe pas la lumière. Si je mets à 510, si je sélectionne le faisceau lumineux de longueur d'onde 510, la solution de glucose colorée en orange n'absorbera presque pas, et ainsi de suite. Donc, une remarque que nous avions fait en cours et que vous avez sur votre copier, bien entendu, il faut essayer de l'accepter. Si on a deux solutés A et B dans un tube, ils sont mélangés et qu'ils absorbent à des longueurs d'onde différentes, eh bien, on peut doser A tout seul et B tout seul. Parce que A absorbera la lumière à 475 nanomètres, par exemple, et B absorbe la lumière à 610 nanomètres. Donc, techniquement, je peux placer le même tube dans l'appareil, puis je vais régler l'appareil à 475 nanomètres et je pourrai mesurer l'absorbance de A et donc la concentration. Puis je change la longueur d'onde et je pourrai détecter B. Ainsi, la question, en fait, elle est toute simple. Il faut imaginer que vous avez un colorant vert et un colorant rouge. Vous savez très bien que si vous les mélangez dans un tube, ça va créer une nouvelle couleur. Est-ce qu'on peut mesurer la concentration du colorant vert tout seul et la concentration du colorant rouge tout seul? Oui. Parce que le colorant vert absorbera la lumière d'une certaine longueur d'onde, alors que le colorant rouge absorbe la lumière à une autre longueur d'onde. Donc, même quand je les mélange et que nos yeux ne peuvent plus identifier A et B, on pourra quand même faire le dosage de chacun séparément. Bien, je vais interrompre l'enregistreur, une seconde.